Le 12 mars 1938 débute l'invasion la plus insolite de l'histoire. Les chars allemands traversent la frontière autrichienne. Ils sont salués par des civils souriants qui accueillent le Führer allemand Adolf Hitler comme un héros. Le compte à rebours de la Seconde Guerre mondiale a commencé. Au cours des 18 mois qui vont suivre, Hitler va prendre des décisions et mener des actions qui entraîneront le monde dans une guerre sanglante. Sans lui, il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale, pas d'Holocauste, pas de massacre insensé de millions de personnes. Pour comprendre comment cela a été possible, nous devons comprendre qui est Hitler. Cette série relate l'histoire de ces 18 mois, du 12 mars 1938 au 3 septembre 1939, à travers les yeux d'Hitler lui-même. Un tyran et un manipulateur hors pair qui a plongé le monde dans l'abîme. Nous sommes le 27 septembre 1938. Hitler a réussi à prendre le contrôle de l'Autriche et menace maintenant d'envahir la Tchécoslovaquie. La Grande-Bretagne et la France menacent à leur tour d'intervenir s'il poursuit l'invasion de la Tchécoslovaquie. L'avenir de l'Europe est en jeu. En cette fin d'après-midi du mardi 27 septembre, Hitler est en réunion avec ses plus proches conseillers à la chancellerie du Reich à Berlin. Il semble nerveux. Depuis des mois, il prépare la prochaine étape de son grand plan, l'invasion de la Tchécoslovaquie. Mais il craint que cette opération n'amène la Grande-Bretagne et la France à déclarer la guerre à l'Allemagne. Et ce n'est pas son unique problème. À Berlin, depuis la fenêtre de la chancellerie du Reich, Hitler regarde les troupes allemandes se diriger vers la frontière tchèque. Il constate que le peuple allemand ne les soutient pas avec l'enthousiasme qu'il espérait. Et ce qui le frappe le plus, c'est que les Allemands, non seulement ne les acclament pas, mais évitent même de les regarder. Hitler se demande s'il n'a pas mal évalué la volonté du peuple allemand. C'est le premier signe qu'il doit peut-être faire preuve de plus de prudence. Cela l'affecte. Hitler est si secoué qu'il a un geste surprenant. Il écrit au Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, et lui offre un rameau d'olivier. Chamberlain répond en organisant une conférence à Munich entre l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie. Chamberlain dit « Je vous l'ai dit, ce type est raisonnable. Nous pouvons discuter avec lui. Alors nous allons le faire, nous allons conclure un accord et tout ira bien. » Chamberlain demande à Benito Mussolini, le dictateur fasciste italien et allié d'Hitler, de jouer le rôle de médiateur. Mussolini joue un rôle assez important dans cette affaire parce qu'il influence Hitler. Il lui dit « C'est une bonne idée, vous feriez bien d'en être ». Hitler accepte d'assister à la conférence. Deux jours plus tard,
Hitler rencontre Mussolini, Chamberlain et le Premier ministre français Édouard Daladier au Führerbau, son quartier général à Munich. La paix en Europe est entre leurs mains. Vous avez deux couples très opposés à la conférence de Munich. D'un côté, les deux leaders fascistes, Mussolini et Hitler, parés de leurs uniformes, décorés de médailles, très pompeux. Et de l'autre côté, vous avez Neville Chamberlain et le Premier ministre français Daladier, qui sont beaucoup plus pondérés, bourgeois, bien habillés, polis. Ce serait limite drôle si ce n'était la gravité du moment. De toute évidence, Hitler n'est pas particulièrement heureux d'assister à ces discussions. Il est plutôt mal à l'aise socialement, notamment parce que l'allemand est la seule langue qu'il maîtrise. Il ne quitte donc pas Mussolini. Il demande à Mussolini de traduire pour lui. Et il reste en retrait pendant toute la négociation. On voit Hitler tenter d'imiter Mussolini. C'est très étrange. Cela montre qu'Hitler n'est pas aussi à l'aise dans ce genre de situation qu'il aime à le penser. Ce que veut Hitler, c'est l'ensemble de la Tchécoslovaquie. Mais tard dans la nuit, après des heures de négociations, il semble accepter le compromis proposé par les Britanniques et les Français. Le contrôle par l'Allemagne de la région tchèque des Sudètes, où vivent 3 millions d'Allemands de souche. L'accord, signé par tous, est finalement conclu à 2 heures du matin. Ce sont les accords de Munich. L'accord stipule que l'occupation allemande des Sudètes sera effective 2 jours plus tard, le 1er octobre 1938. Mais Hitler n'est pas satisfait. Plus tard dans la journée, Chamberlain rend une visite personnelle à Hitler dans son appartement de Munich. Chamberlain est très satisfait. Il pense que c'est une nouvelle ère de paix entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Hitler est très différent. Il est beaucoup plus calme et silencieux. Il semble ennuyé. Chamberlain présente un document dans lequel l'Allemagne et la Grande-Bretagne s'engagent à ne plus jamais se faire la guerre. Ils le signent tous les deux. Hitler n'attache aucune importance à ce bout de papier. Dans un geste cynique, il le signe. Vous voyez le contraste. Chamberlain croit à la diplomatie des salons feutrés et Hitler croit à la diplomatie des armes. Il sait que ce bout de papier ne signifie pas grand-chose. De retour à Londres, Chamberlain est accueilli en héros. Il brandit son bout de papier signé et déclare l'ère de la paix en Europe. And we are determined to continue our efforts to remove possible sources of difference and thus to contribute to assure the peace of Europe. Mais Hitler est loin de penser la même chose. Trois jours plus tard, Hitler entre aux Sudètes. La population est en liesse. De retour en Allemagne, il est célébré comme l'artisan de la paix. Les accords de Munich sont un triomphe. Bien sûr, en apparence, c'est un grand succès pour Hitler. Il a gagné de la crédibilité et beaucoup de soutien en Allemagne. Et pourtant, Hitler a le sentiment d'avoir échoué. Il veut toute la Tchécoslovaquie. Il ne se contentera pas d'un petit bout. Il n'aime pas les compromis et n'a jamais été à l'aise avec les concessions.
Les accords de Munich, c'est exactement l'idée qu'Hitler se fait de l'enfer. La diplomatie, c'est pour ceux qui ont tout leur temps. Hitler, lui, voulait marcher sur Prague sans plus attendre. Il est vraiment furieux de s'être fait avoir, pas seulement par les Britanniques et les Français, mais aussi par le peuple allemand. Il considère que ce dernier a été faible lors de ce test. L'encre des accords de Munich n'a pas encore séché qu'Hitler prépare déjà sa vengeance. Moins de 3 semaines plus tard, Hitler convoque les chefs de ses armées à la chancellerie du Reich et leur donne l'ordre de préparer dans le plus grand secret l'invasion de la Tchécoslovaquie. Hitler leur dit que les accords n'ont rien changé et qu'il a toujours l'intention de rayer la Tchécoslovaquie de la carte. Ça prendra le temps qu'il le faudra, mais il l'envahira. C'est un homme qui se comporte comme un enfant gâté et capricieux. Et comme un enfant, Hitler ne sait pas faire de compromis. Il est déterminé à obtenir ce qu'il veut, quel qu'en soit le prix. Hitler est à Munich pour le dîner annuel des nazis dans la grande salle de bal de l'hôtel de ville. À cette occasion, il a décidé de mettre de côté sa colère au sujet de la Tchécoslovaquie et se prépare à profiter de la soirée. C'est une vraie fête. Les grands noms du mouvement nazi sont tous réunis dans la capitale du nazisme, comme ils l'appellent. Ils passent tous un bon moment, ils boivent, ils font la fête. Hitler prend place à côté de Goebbels, son chef de la propagande. Cela montre bien la relation étroite qu'entretiennent les deux hommes. Mais la fête est sur le point d'être gâchée. Quelqu'un arrive et donne à Hitler un télégramme qui vient de Paris. Hitler le lit et part rapidement, sans faire son discours et sans donner d'explication. Les invités assistent surpris à son départ. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout ceci n'est qu'une mise en scène. En fait, Hitler a déjà appris la nouvelle bien plus tôt dans l'après-midi. Un diplomate allemand, Ernst Womrath, a été assassiné à l'ambassade d'Allemagne à Paris par un adolescent juif de 17 ans, Herschel Greenspan. Hitler a beau être préoccupé par la Tchécoslovaquie, sa haine des Juifs est toujours bien présente dans son esprit. Hitler voit dans ce meurtre l'occasion de sévir contre les Juifs. Mais Hitler a un problème. Il a soigneusement cultivé son image d'homme de paix. Et il ne veut pas être vu comme l'instigateur de la violence. C'est caractéristique de la façon dont Hitler a opéré tout au long de sa carrière. Il s'est toujours gardé une marge afin de nier toute implication. Comme ça, si ça se passe bien, il peut s'en attribuer le mérite. Par contre, si ça se passe mal, il peut prendre ses distances et dire « je n'ai rien à voir avec tout ça ». Après le départ précipité d'Hitler, c'est à Goebbels de prononcer le discours de la soirée. Goebbels est l'un des personnages les plus puissants du Troisième Reich. C'est un journaliste frustré, mais un génie absolu en matière de relations publiques. Il est vraiment le premier spin doctor malveillant du monde. Goebbels se lève et commence un discours indigné et incendiaire sur le meurtre qui a eu lieu à Paris. Il dit que toutes les protestations publiques allemandes qui pourraient avoir lieu dans les heures ou les jours à venir ne doivent pas être contenues. Le public n'a aucun doute. Goebbels vient de suggérer aux membres du parti nazi d'organiser dans toute l'Allemagne la riposte au meurtre de Womrath. Des appels téléphoniques sont alors passés depuis cette pièce de Munich aux organisations nazies à travers tout le pays.
Les ordres sont diffusés auprès des troupes d'assaut nazies. Celles-ci organisent une vaste série d'attaques dans la nuit du 9 novembre contre la communauté juive d'Allemagne. La Kristallnacht, ou nuit de cristal, marque le début de l'Holocauste. C'est une nuit de violence absolue et de terreur. Des synagogues sont incendiées dans tout le pays. Des milliers de commerces juifs et des maisons juives ont leurs vitres brisées et sont pillées. Même les jeunesses hitlériennes sont impliquées dans cette affaire. Les plus âgés entraînent les plus jeunes avec la consigne de rendre les rues rouges de sang juif. 91 personnes de confession juive sont tuées dans la nuit du 9 novembre. Et comme si tout cela ne suffisait pas, 30 000 Juifs sont ensuite incarcérés dans les camps de concentration. Hitler évite d'être vu comme le commanditaire de ces violences antisémites. Mais ceux qui descendent dans la rue cette nuit-là n'ont aucun doute sur le fait qu'ils exécutent la volonté du Führer. Ils agissent au nom d'idées qu'Hitler a promues pendant des années. En 1919, Hitler sert encore dans l'armée allemande, après la défaite de la Première Guerre mondiale. Il a été recruté pour donner des conférences, pour faire des discours. Ce sont des conférences anti-marxistes destinées aux soldats avant leur démobilisation. C'est là qu'il découvre qu'il a un vrai charisme, une véritable éloquence. Il est plutôt doué pour influencer les gens. Un jour, en pleine conférence sur le marxisme, il commence subitement à parler des Juifs. Hitler pense qu'il existe un complot international juif qui vise à dominer le monde et à empêcher les Allemands honnêtes et travailleurs d'accomplir leur destin. C'est la première déclaration antisémite connue d'Hitler. Sa dénonciation est si forte qu'un de ses supérieurs le prend à part et lui demande d'atténuer ses propos. Même pour ses sympathisants, c'est un discours extrême. Hitler s'est imprégné de la politique d'extrême droite de Munich. À l'époque, il existe un vaste réseau de nationalistes d'extrême droite à Munich. Et Hitler s'approprie bon nombre de leurs idées. Il en vient à considérer que la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale est due au fait que les Juifs et les socialistes ont poignardé l'Allemagne dans le dos. Il adhère à ce mythe selon lequel les forces armées allemandes n'ont jamais été vaincues sur le champ de bataille, mais que la défaite est venue de l'intérieur, grâce à des Juifs subversifs qui ont fomenté la révolution chez eux. Hitler fait des Juifs les boucs émissaires de tous les problèmes de l'Allemagne et pense qu'ils doivent être chassés hors du pays. Dans son discours de 1919, il exprime publiquement pour la première fois sa haine des Juifs. L'antisémitisme nourrit les idées d'Hitler jusqu'à cette terrible nuit de novembre 1938. Le matin suivant la nuit de cristal, Hitler sait qu'il doit prendre ses distances avec ses actes de violence. Ses adjoints affirment que les attaques ne sont que le résultat de la colère des Allemands ordinaires contre les Juifs. Mais très peu de gens sont dupes. Dans l'ensemble, les Allemands n'apprécient pas ce qui s'est produit durant la nuit de cristal. Pas nécessairement parce qu'ils se soucient des Juifs, mais parce qu'ils désapprouvent la destruction généralisée des biens et la manière dont ça s'est passé. Ils considèrent que ce n'est pas digne d'une nation civilisée comme l'Allemagne.
Bien que tous les Allemands ne soient pas antisémites, beaucoup pensent maintenant que les Juifs n'ont pas leur place dans la société allemande. Une grande partie du monde est choquée et indignée. La nuit de cristal révèle l'antisémitisme violent du régime nazi d'Hitler. On comprend enfin que ce gouvernement est déterminé à mettre fin à l'existence des Juifs en Allemagne. Le monde commence maintenant à voir la vraie nature du régime nazi. Le masque d'Hitler commence à tomber. Hitler se révèle comme un voyou raciste, dont le masque tombe peu à peu. Jeudi 10 novembre 1938. Hitler est à Berlin et s'apprête à prononcer un discours exceptionnel et confidentiel devant des membres importants et sélectionnés de la presse allemande. Hitler leur avoue que sous ses dehors de pacificateur, rôle qu'il a joué pendant de nombreuses années, il n'est pas du tout un homme de paix. Il leur dit « Maintenant je vais révéler une autre facette de ma personnalité et je veux que vous, la presse, souligniez que je suis devenu intransigeant. Je suis maintenant le Hitler intransigeant. » Le moment est venu de commencer à préparer le peuple allemand à la guerre. Il leur dit « Je veux que vous, la presse allemande, fassiez passer ce message au peuple allemand. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On doit forcément passer par la force. » Le peuple allemand doit savoir que la réalité du pouvoir exige parfois de recourir à la force et qu'à un moment donné, il y aura une grande épreuve de force. Il s'agit de préparer le peuple allemand à la guerre, une guerre qu'il a planifiée depuis longtemps. Alors qu'il encourage la presse à préparer l'Allemagne à la guerre, Hitler continue de peaufiner la prochaine étape de son plan. Il est déterminé à mettre la main sur les richesses naturelles de la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie regorge de ressources naturelles. Elle a aussi la plus grande usine d'armement au monde, l'immense usine Skoda. Mais la Tchécoslovaquie représente un enjeu encore plus important pour Hitler. Il s'agit de s'étendre davantage, d'agrandir le territoire du Reich allemand pour obtenir un espace vital, un Lebensraum pour les Allemands. Il considère que les Allemands, en tant que race aryenne et peuple élu, méritent d'avoir plus d'espace pour vivre. Et cet espace auquel il pense se trouve en Europe de l'Est. Il a besoin de ressources et de terres pour le peuple allemand. Et Hitler puise son inspiration de sources improbables et étonnantes. Dès son plus jeune âge, Hitler s'intéresse aux romans d'aventure de l'allemand Karl May, qui se déroulent dans l'Ouest américain. Hitler voit le Lebensraum en Europe de l'Est comme un projet très similaire à la conquête de l'Ouest par les Américains. Il considérait les États-Unis d'Amérique, en tout cas l'Amérique blanche, comme une extension de cette civilisation anglo-saxonne ou allemande. Il se dit qu'ils se sont déplacés de la côte vers l'intérieur des terres, qu'ils ont soumis ou anéanti les Amérindiens, qu'ils ont pris leurs terres et ont prospéré grâce à cela. Si l'Amérique regarde vers l'ouest pour son expansion, Hitler regarde dans la direction opposée. La Tchécoslovaquie est indéniablement dans sa ligne de mire. Mais il vise également sur une grande partie de l'Europe centrale et orientale, ainsi que sur la vaste étendue de l'Union soviétique. À l'est, vers l'Union soviétique, en Tchécoslovaquie, en Pologne et dans les États baltes, il y a beaucoup de ressources naturelles et il veut mettre la main dessus. Il ne fait aucun doute qu'il traitera les peuples des pays qu'il convoite de façon impitoyable.
Certains seront déportés en Sibérie, d'autres seront exterminés, et d'autres encore réduits à l'esclavage. Et il repeuplera ces terres de bons Allemands de souche. À la fin de l'année 1938, Hitler sait qu'il doit être prudent pour parvenir à atteindre ses ambitions. Il s'inquiète de savoir jusqu'où il peut pousser l'idée d'une nation hégémonique, sans s'attirer de sérieux problèmes. Comment les puissances occidentales vont-elles réagir ? Mais il ne croit pas que la Grande-Bretagne et la France entreront en guerre. Pourquoi le ferait-elle? C'est ce qu'il veut croire, ce qu'il veut entendre. Hitler veille toujours à maintenir cette image d'homme de paix sur la scène internationale. Le 30 janvier 1939, il prononce son discours annuel devant les membres du Parlement allemand, le Reichstag, à l'Opéra Kroll. Il dit que l'Allemagne n'a pas de projet de conquête territoriale. Évidemment, c'est faux, puisqu'au même moment, c'est ce qu'il est en train de planifier. Hitler poursuit en disant « S'il y a une guerre, ce ne sera pas lui qui la causera. » Ce sera le fait des Juifs. Ce sont les Juifs qui agitent le spectre de la guerre. Et toute violence à venir peut leur être imputée. Dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Ce discours marque un tournant radical dans les déclarations publiques d'Hitler. Pour la première fois, il associe la guerre et les Juifs dans un même discours. Dans ce discours, Hitler rejette la responsabilité de toute guerre à venir sur les Juifs et prédit sinistrement qu'elle conduira à leur extermination en Europe. « 11 jours plus tard, Hitler retourne à l'Opéra Kroll. Cette fois, il rencontre secrètement les hauts responsables de l'armée pour leur faire une annonce importante. Il leur expose ses plans pour la conquête de la Tchécoslovaquie et au-delà. Il annonce à ses hauts gradés qu'une guerre va éclater et que ce ne sera pas une guerre ordinaire, mais une guerre idéologique fondée sur la race. Il est plus que jamais déterminé et il ne reculera devant rien. Hitler s'est lancé dans une guerre d'expansion à l'Est et le reste de la Tchécoslovaquie sera son prochain terrain de jeu. Mais il veut préserver son image d'homme de paix et doit donc trouver un prétexte pour lancer l'opération. Un mois plus tard, un événement va jouer en faveur d'Hitler. À ce moment-là, une grande désunion règne en Tchécoslovaquie entre les Tchèques et les Slovaques. Le leader slovaque, le père Josef Tiso, un prêtre catholique, est favorable à l'indépendance slovaque. Josef Tiso exige du gouvernement tchécoslovaque l'indépendance de la Slovaquie. Le docteur Emil Hácha est le président tchécoslovaque. Il réagit en rejetant avec force ses velléités indépendantistes. Il jette Tiso en prison. C'est là qu'il fait une grosse erreur. Cela joue en faveur d'Hitler qui présente l'État tchécoslovaque comme un État ingouvernable et qui s'effondre face aux aspirations nationalistes de son peuple. C'est exactement ce que Hitler veut. Il veut les monter les uns contre les autres pour n'avoir plus qu'à foncer au milieu.
Le lendemain à midi, Hitler se trouve dans son nouveau quartier général, la nouvelle chancellerie du Reich. La nouvelle chancellerie du Reich est tout simplement magnifique, grandiose. C'est un édifice massif qui incarne le pouvoir, le contrôle, l'autorité, tout un symbole. C'était censé être le cœur de ce que serait la nouvelle Allemagne, le nouveau Reich allemand, le centre de commandement de l'Europe. Hitler est ici pour une réunion cruciale avec Joseph Goebbels, Joachim von Ribbentrop et Wilhelm Keitel. Von Ribbentrop est le ministre des Affaires étrangères. C'est un ancien homme d'affaires d'une loyauté totale envers Hitler, et c'est pour cette raison que beaucoup de nazis de haut rang le méprisent. Ils le voient comme un serpent. Wilhelm Keitel est le chef des forces armées. Il dit oui à tout. Il est totalement dévoué à Hitler. Hitler révèle à von Ribbentrop et à Keitel qu'il va profiter de cette crise politique en Tchécoslovaquie pour agir, et qu'il va agir très vite. Il fixe la date de l'invasion au 15 mars, soit 5 jours plus tard. Goebbels constate qu'Hitler se réjouit de tout ce qui se passe, parce qu'il va enfin pouvoir mener son invasion. Hitler aime le frisson du risque, et une fois de plus, il est sur le point de jouer le tout pour le tout. Mais pour cela, il veut d'abord mettre toutes les chances de son côté en s'assurant un prétexte sans faille. Trois jours plus tard, le leader slovaque Joseph Tiso, tout juste libéré, arrive à Berlin pour rendre visite à Hitler. Ce dernier a l'intention d'utiliser Tiso pour mettre le feu aux poudres en Tchécoslovaquie. Tiso et Hitler sont très différents, même s'ils partagent certaines convictions politiques. Tiso est prêt à collaborer avec Hitler si ça lui permet d'atteindre son objectif d'indépendance de la Slovaquie. Hitler fait comprendre à Tiso qu'il le soutiendra dans ses revendications indépendantistes. En fait, il offre une carotte à Tiso et il lui dit « Vous savez, je peux vous aider à atteindre vos objectifs si vous m'aidez à atteindre les miens. » Tiso suit les instructions d'Hitler et le lendemain, les Slovaques déclarent leur indépendance. Hitler a tourné la situation en Tchécoslovaquie à son avantage. Et il est sur le point d'en tirer le meilleur parti. Hitler est dans la nouvelle chancellerie du Reich, ses troupes sont prêtes à entrer en Tchécoslovaquie. Elles n'attendent que son feu vert. Mais juste avant d'ordonner l'invasion, Hitler reçoit une visite inattendue. Dans une ultime tentative pour sauver son pays, le président tchécoslovaque, le docteur Emil Hácha, se rend à Berlin pour supplier Hitler d'annuler l'invasion. Il a 66 ans, il est cardiaque et il va faire une énorme erreur en jouant le jeu d'Hitler. Aller voir Hitler, c'est rencontrer le loup dans sa tanière. Hácha est dans une situation difficile. Son âge et sa condition physique n'arrangent pas les choses. Hitler sait exactement que faire avec le dirigeant tchèque. Hitler a le don de détecter les faiblesses des autres et de les exploiter. C'est une compétence qu'il a affinée toute sa vie. Adolf Hitler a 10 ans. Il déteste son père. Le père d'Hitler, Alois, était un homme violent. Il battait souvent Adolf et son frère s'ils ne suivaient pas les règles. Ce qu'Hitler apprend de son père, c'est qu'il n'y a pas de mal à être une brute et qu'on peut arriver à ses fins en étant violent.
Hitler ne semble pas être tendre avec sa sœur. Dans son journal intime, sa sœur Paula le décrit comme une brute. En même temps, Adolf Hitler est couvé d'amour et d'affection par sa mère, Clara Hitler. Elle est très nourricière, très gentille. Elle l'étouffe même avec son amour et son affection. Il devient alors un enfant gâté. Hitler garde ce trait de caractère à l'âge adulte. Il s'habitue à faire des crises de colère pour arriver à ses fins et à malmener les gens plus faibles que lui. Ce jeune tyran est maintenant l'homme le plus craint d'Europe. Aux premières heures du 14 mars, le président tchèque Haka est sur le point de subir un cours magistral d'intimidation. Hitler fait attendre Haka pendant des heures à l'hôtel Adlon, tandis que lui et son entourage regardent un film à la nouvelle chancellerie du Reich. Une nouvelle comédie romantique au titre très approprié, Un cas désespéré. Ce n'est qu'une fois le générique de fin terminé, à 1h15 du matin, que Haka est enfin convoqué par Hitler. Tout cela fait partie de la stratégie d'Hitler pour épuiser Haka et exploiter sa fatigue et sa faiblesse. En entrant, Haka pense qu'il va avoir une négociation agréable et plaisante avec Hitler. Il se retrouve dans une pièce à la lumière tamisée, une technique connue des gangsters pour intimider leurs visiteurs. Et Hitler était un expert en la matière. À ce moment-là, Hitler a amené Haka exactement là où il le voulait, c'est-à-dire à Berlin en situation de faiblesse. Il n'est pas encore totalement à sa merci, mais il n'en est pas loin. Haka lui dit qu'il a toujours voulu le rencontrer, qu'il a toujours admiré la façon dont il a fait de l'Allemagne un grand pays. Hitler le laisse finir ce petit discours flatteur, puis il le regarde droit dans les yeux et lui dit « La Tchécoslovaquie m'a laissé tomber. Vous m'avez laissé tomber. Votre peuple m'a laissé tomber. » Hitler lui met un pistolet sur la poitrine et lui dit « Écoutez, voici nos exigences, et si vous ne vous y conformez pas, nous allons vous attaquer. » Hitler lui dit que les Allemands vont envahir le pays à 6 h du matin et qu'il doit donner l'ordre à ses forces de se retirer. Hitler donne ensuite la parole à Hermann Göring. Hermann Göring est le numéro 2 d'Hitler, une des personnes les plus puissantes de l'Allemagne nazie, le chef de la Luftwaffe. Göring fait monter les enchères en lui disant « Haka signe ça, ou nous bombardons Prague demain matin. » C'en est trop pour Haka, qui s'effondre. Göring regarde autour de lui et dit « Oh mon Dieu, il est à terre !» S'il meurt maintenant, le monde entier va penser que nous avons assassiné le président tchécoslovaque dans la chancellerie du Reich. Il sort dans le couloir et il crie « Allez chercher le docteur Morel !» Le docteur Morel est le célèbre médecin d'Hitler. Il lui fait alors une injection, peut-être des amphétamines, qui permettent d'éviter la crise cardiaque. À 4 h du matin, Haka a récupéré juste assez pour tenir un stylo. Il cède la Tchécoslovaquie à Hitler. Hitler triomphe. Il ordonne à ses 2 secrétaires de lui donner un baiser sur la joue et il dit « C'est le plus grand jour de ma vie. Je vais entrer dans l'histoire comme le plus grand Allemand de tous les temps. » Il n'est jamais aussi heureux que quand il intimide et manipule les autres pour obtenir ce qu'il veut. Ne nous faisons pas d'illusions. Ce sont des techniques de mafieux, du chantage à très grande échelle, pratiqué par des militaires brutaux. Deux heures à peine après la signature de Haka, les troupes allemandes franchissent la frontière tchécoslovaque. Elles traversent la campagne tchèque par un temps glacial, sans rencontrer la moindre résistance. En 3 heures, elles entrent dans Prague, la capitale. Lorsque les troupes allemandes arrivent à Prague,
l'accueil est très différent de celui des Autrichiens un an plus tôt. Il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a que des visages fermés. C'est un pays vaincu, un pays occupé contre son gré. Vers midi, Hitler suit ses troupes en Tchécoslovaquie dans son train blindé. Il parcourt ensuite les 60 derniers kilomètres jusqu'à Prague dans sa limousine Mercedes. Cette nuit-là, il dort dans le château de Hradčany à Prague, l'ancienne résidence des rois de Bohême. C'est comme passer la nuit à la Maison Blanche ou au palais de Buckingham. C'est très symbolique. Ça veut dire « Je suis maintenant votre maître, je suis maintenant votre roi. Inclinez-vous devant moi. » Hitler est triomphant. Il a obtenu exactement ce qu'il voulait, sans avoir à tirer un seul coup de feu. Hitler a pris un risque calculé. Et encore une fois, il réussit son coup, parce que les Anglais et les Français n'ont absolument rien fait. Une fois de plus, comme Hitler l'avait prédit, les puissances occidentales sont restées à l'écart. Cette invasion de la Tchécoslovaquie est un réveil brutal pour l'Occident. Here before our eyes unfolds the drama of a nation dying. At Munich, the Führer gave his word that he wanted no more land in Europe. These pictures show you what his word is worth. La Grande-Bretagne et la France sont horrifiés. Il a déchiré les accords de Munich et a dévoilé son vrai visage. On ne peut pas faire confiance à Hitler. Il n'a cessé de mentir. Nous avons été dupés une fois de plus, mais c'est la dernière fois. La nuit de cristal a révélé Hitler comme une brute raciste. Et l'invasion de la Tchécoslovaquie le révèle comme un belliciste. Le Reich allemand compte maintenant 7 millions de personnes qui, pour la plupart, n'ont aucun lien ethnique, culturel ou linguistique avec l'Allemagne. Hitler ne prend plus de gants. Hitler bafoue ouvertement les règles diplomatiques qu'il faisait mine de respecter et se livre à ses conquêtes militaires sans complexe. Deux jours après la prise de la Tchécoslovaquie par Hitler, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain prononce un discours dans sa ville natale de Birmingham. Neville Chamberlain abandonne sa politique d'apaisement. Il déclare que la Grande-Bretagne ne tolérera pas plus longtemps les tentatives expansionnistes d'Hitler. Mais Hitler pense qu'il s'agit de paroles dans le vide, qui ne représentent aucune menace. Hitler reste convaincu que les discours de la Grande-Bretagne et de la France ne seront pas suivis d'action, qu'ils ne le défieront pas. Hitler a tenu tête à la Grande-Bretagne et à la France et a gagné son pari. Sa politique de la corde raide a été payante. Et il n'a pas l'intention de s'arrêter là. Dans le prochain épisode, le monde retient son souffle tandis qu'Hitler va tenter son coup le plus risqué. Rien ne l'arrêtera. Il va lancer les dés car c'est son destin. Et rapproche un peu plus le monde de la guerre.